Ce journal vous est présenté par Font des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. – 19h30, heure de Kinshasa, madame, monsieur, bienvenue à la grande édition du journal télévisé sur Géopolis Télévision. Tout de suite, le titre. Poursuivant sa tournée dans le Congo central, Judith Souminois a effectué une visite à Kimpese afin de sensibiliser et mobiliser la population contre l'agression rwandaise. Plus de détails et précisions dans ce journal. Et puis Daniel Bumba, gouverneur de la ville-province de Kinshasa, a reçu les députés provinciaux de la capitale congolaise dans le cadre de la collaboration entre l'exécutif provincial et les élus de Kinshasa. Et puis le marché des produits pétroliers subit de pression contrastée en 2025. Le continent africain a donc un rôle à jouer. Comme annoncé au sommaire, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite à Kimpese dans le cadre de sa tournée dans le Congo central pour sensibiliser et mobiliser la population contre l'agression du Rwanda via le mouvement M23. Lors de son discours, elle a encouragé la jeunesse locale à rejoindre massivement les forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre le pays. Elle a aussi mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer les conditions de vie des militaires, y compris l'augmentation de leur salaire, l'octroi des primes de combat et l'accès gratuit aux soins de santé pour leurs familles. La première ministre a aussi appelé la population à participer à l'effort de guerre, soulignant l'importance de l'unité nationale face à la menace extérieure. Par ailleurs, elle a évoqué la relance de la cimenterie nationale et les améliorations à venir concernant l'approvisionnement en électricité et en eau, en réaffirmant l'engagement du gouvernement à améliorer les conditions de vie des citoyens malgré les difficultés rencontrées à l'est du pays. Et puis, engagé dans la mobilisation contre l'agression rwandaise, le président du Sénat, Jean-Michel Sama Lukonde, apporte son soutien aux recrues en formation à la base militaire de Kamina dans le Haut-Lomami. Conformément à l'appel du chef de l'État, le président de la Chambre haute du Parlement a lancé un message d'encouragement à ces jeunes qui ont volontairement accepté d'intégrer les FARDC. Francine Moukeba et Théodore Ngandou. C'est un parcours des combattants que mènent les présidents du Sénat dans les Grands Katanga pour mobiliser et sensibiliser la population contre l'agression rwandaise sous couvert de ces supplétifs dits M23 ADF. Après sa communion avec la population de la ville de Kamina, en province du Haut-Lomami, au cours d'un meeting, le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, arrive ici à la base militaire de Kamina où de jeunes, nouvelles recrues, venant de partout sont en formation. Il a été accueilli par le général Mouima, commandant de la base militaire, aux côtés de tout son état-major. Une grande liesse dont les chefs des épouses des militaires et un échantillon de recrues tirés à la volée, vu que toutes les équipes sont déjà en immersion et ne peuvent voir le monde extérieur. Dans son adresse à ces jeunes, Samalukonde a apporté les encouragements du président de la République ainsi que du peuple congolais à ces jeunes qui ont choisi de défendre la patrie sous les drapeaux. Il les a motivés à le faire avec patriotisme. Le message que j'avais fait passer, c'était de dire que nos jeunes soldats et nos jeunes soldates, parce que nous avons aussi des femmes, la fierté nabiso. Ils constituent notre fierté, mais surtout le modèle que vous constituez pour nous tous. Donner ici à nos jeunes ce message d'encouragement
Avant de quitter la base militaire de Kamina, le président du Sénat a fait un don d'une bonne quantité de vivres et non-vivres pour la prise en charge de ces recrues qui devront, à la suite de leur formation, rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, on en parle encore dans ce journal. La ministre d'État Thérèse Kaikwamba-Wagner a reçu les membres du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo lors d'un briefing approfondi tenu mercredi 5 mars sur l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Au cours de cet échange, plusieurs points clés ont été abordés, notamment la mise en œuvre de la résolution 2773 et son impact sur la stabilisation de la région. Patience Lokeke pour plus de détails. Devant le membre du corps diplomatique accrédité en République démocratique du Congo, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, a appelé à la mise en œuvre urgente de la résolution 2773 de l'Organisation des Nations Unies adoptée en février 2025. Une résolution qui condamnait fermement le rôle du Rwanda et exigeait le retrait immédiat des forces rwandaises et du M23 du territoire congolais. Je voudrais exprimer aussi notre reconnaissance justement pour la prise de position très forte que nous avons vue de certains pays par rapport aux sanctions pour lesquelles nous avons plaidé, nous continuons de plaider. Vous vous souviendrez qu'au niveau du Conseil de sécurité, nous avons insisté sur 5 actions prioritaires, à commencer par d'abord des sanctions individuelles pour responsabiliser les membres de la chaîne de commandement qui commence à Kigali et qui finit au nord Kivu, maintenant au sud Kivu. Il y a une responsabilité qui doit être attribuée à des individus. La ministre d'État Thérèse Kaikwamba a également abordé la nécessité de relancer rapidement le processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver des solutions diplomatiques et durables à la crise dans l'est du pays. Nous avons quand même réitéré le fait que le processus de Nairobi restait une option et la seule issue pour le M23. Et encore une fois, je réitère aussi le fait que le président honoraire Kenyatta, facilitateur du processus de Nairobi, a la pleine confiance du président Tshisekedi, qui lui a donné justement carte blanche de faire usage de son rôle en tant que facilitateur pour engager les différents groupes armés en fonction aussi de son évaluation. Avec une détermination affirmée, la ministre Kaikwamba a rappelé l'importance de la souveraineté nationale et réaffirmé la position de la RDC contre toute ingérence étrangère, réitérant que le processus de Nairobi est le seul cadre dans lequel nous interagirons avec les groupes armés. Concernant la situation humanitaire à l'Est, la chef de la diplomatie congolaise a souligné le défi d'accès humanitaire dans les régions du Nord Kivu et Sud Kivu, ainsi que l'importance de maintenir des corridors humanitaires ouverts malgré les difficultés logistiques. Une autre brève dans ce journal, l'Ouganda, toujours aussi ambigu dans son déploiement en République démocratique du Congo, alors que le président Yoweri Museveni a reçu une délégation de prêtres catholiques et pasteurs protestants pour parler de la paix en République démocratique du Congo. Le chef de l'État ougandais a rassuré quant au déploiement de son armée à Abunia. Selon lui et selon les autorités congolaises, tout s'est fait dans une entente parfaite avec Kinshasa, mais l'avis du chef de l'état-major, le chef d'état-major de l'armée ougandaise, par ailleurs fils du président Museveni, jette un voile sur les intentions de l'armée ougandaise. Le fils Museveni a annoncé une nouvelle opération en République démocratique du Congo. Et puisque nous parlons de ces dossiers consacrés à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, beaucoup plus le dossier Ouganda, République démocratique du Congo, nous recevons un spécialiste en la matière de questions donc sécuritaires ici à Géopolis Forum. Il s'agit de Patrick Ilunga à qui j'ai dit bonsoir.
Bonsoir Blaise Kouzola, bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Voilà, Patrick Ilunga, comment expliquez-vous l'ambiguïté de l'Ouganda et celle de son armée à l'égard de la République démocratique du Congo? Merci pour la question Blaise. Pour ceux qui connaissent un peu l'Ouganda, ils savent que le pays a 3 pôles de pouvoir. Il y a d'abord le président Museveni, qui est aujourd'hui octogénaire. Il y a sa femme, qui se trouve être aussi très influente. Mais il y a aussi le fils, qui est le fils du président Museveni, qui est le chef d'état-major. Le chef d'état-major. Par ailleurs, qui est pressenti comme probable prochain président de l'Ouganda. Okay. Donc il y a ces 3 pôles de pouvoir. Et bon, on va mettre de côté Maman Jeannette, c'est-à-dire la femme du président ougandais, mais on va considérer d'abord les 2 pôles de pouvoir. Le président Museveni, qui a connu la guerre avec Mzee Kabila et autres, eux, ils étaient les parrains à l'époque. Il a connu aussi la rivalité entre lui et Paul Kagame, qui était par ailleurs son poulain, comme on dit. Okay. Il est un petit peu dans une sorte de réserve actuellement par rapport à la guerre de l'Est. Par rapport à la guerre du M23 aujourd'hui, bien qu'il dit clairement que l'armée ougandaise ne va pas se battre contre le M23. Donc il a rassuré les prêtres, parce qu'il faut dire que mardi dernier, il y a donc 2 jours, il a reçu les prêtres catholiques et les pasteurs de l'ECC dans leur démarche pour la paix. Justement. Donc c'était le tour pour le président ougandais de les recevoir. Il a rassuré que tout ce qui se fait, parce que l'armée ougandaise, il y a eu des troupes supplémentaires du côté de Bunia, Oui. Samedi et 2 semaines auparavant. Donc il a rassuré que ces déploiements s'est fait c'est en collaboration avec le gouvernement de Kinshasa. Donc ne craignez rien. Il n'y aura pas une sorte de, on va dire, de retournement des situations, de retournement de veste contre l'armée congolaise. Mais on craint quand même, parce que ces déploiements se font dans une zone où il n'y a pas les opérations, on va dire, il n'y a pas les ADF qui opèrent. L'armée ougandaise est ici en RDC depuis 2021 officiellement pour combattre les ADF. Mais maintenant, il se déploie dans une zone où il n'y a pas d'ADF. Alors c'est là que beaucoup ont commencé à craindre, parce que si jamais le M23 étend leur guerre, parce qu'aujourd'hui c'est le Nord Kivu et le Sud Kivu, peut-être que l'Ituri est leur prochaine cible pour aller mettre le désordre comme il le faut. Si jamais le M23 arrive là-bas, que va faire l'armée ougandaise? Est-ce qu'elle va rester là? Est-ce qu'elle va combattre aux côtés des FARDC? C'est la grande question, et beaucoup craignent justement que l'armée ougandaise fasse, on va dire, retourne le canon contre l'armée congolaise. Il faut dire que, par ailleurs, le fils Museveni, qui n'est pas n'importe qui, je viens de dire qu'il est chef d'état-major, il a annoncé pendant que l'armée ougandaise s'est déployée à Bunia, il a annoncé une nouvelle opération, une opération qu'il a nommée Fred Rugema, qui est un des fondateurs du FPR, qui a pris le pouvoir en 1994 à Kigali avec les Kagame. Mais Fred Rugema avait été tué déjà très très bien avant. Voilà, Patrick Ilunga, la deuxième question, c'est de savoir, est-ce que l'on peut craindre une confrontation de ces multiples armées en République démocratique du Congo? Oui, il y a fort à craindre, parce qu'on se rappelle qu'il y a une vingtaine d'années, en 2000 pour être plus précis, je crois en juin 2000, l'armée ougandaise s'était retrouvée face à face avec l'armée rwandaise en plein Kisangani. Ils se sont battus et la guerre avait fait beaucoup le fameux Génocoste. Voilà, donc c'est on va dire un souvenir qui hante beaucoup d'esprits aujourd'hui. Les Congolais craignent justement qu'il y ait une sorte de confrontation, parce que au-delà de poursuivre les ADF, l'armée ougandaise est là aussi pour protéger les intérêts ougandais. On parle là d'une zone avec la rivière Semliki et le lac Albert, où il pourrait y avoir, où il y a du pétrole. C'est une évidence, qui est avec des réserves estimées à plus de 400 millions de barils. Donc l'Ouganda est dans une sorte de protection de ses intérêts. Si jamais le M23 vient déranger ses intérêts,
on imagine que l'armée ougandaise peut se battre, mais elle va se battre contre qui? Donc, on se rappelle, c'est ça la grande question. On se rappelle de l'événement de l'an 2000. L'Ouganda avait été même condamné par la Cour internationale de justice à payer 325 millions de dollars à la RDC. L'Ouganda avait commencé déjà à payer. Et dans les 300 millions, 25 dollars américains, c'était que 220 millions de dollars, c'était pour les dommages, pour les personnes qui avaient été tuées. Il fallait leur payer les dommages. Et il y avait aussi une partie, 60 millions de dollars, pour les dommages on va dire, des biens des gens qui avaient été abîmés, saccagés. Mais aussi 40 millions étaient pour les ressources naturelles qui avaient été pillées à l'époque. Donc, on voit bien qu'il y a une histoire, un précédent dans ce qui s'est passé dans l'histoire de Congo, RDC et Ouganda. Congo, Rwanda et Ouganda, on va croiser peut-être le doigt pour ne pas que ça se répète. Voilà, merci beaucoup Patrick Lunga pour votre riche intervention. C'est moi qui vous remercie, Blaise Picola. On va poursuivre avec l'actualité. Nous allons partir du côté de l'Ituri où le coordonnateur national de jeunes leaders, l'ingénieur Christian Saouri, s'élance dans une campagne de sensibilisation de couches sociales de cette province. Question de résister contre la politique d'envahissement dans cette partie du pays. Le point avec Junior Silimani, Henri Ndende. L'Association provinciale de jeunes leaders de l'Ituri s'arrange en ordre de bataille pour mobiliser les Ituriens à la prise de conscience pour s'opposer à tout mouvement subversif contre la République. À toute la jeunesse de l'Ituri d'une manière particulière, de ne pas se laisser manipuler par ces inconscients qui visent piller nos richesses, qui visent nous dominer et qui veulent exterminer le peuple congolais pour installer le peuple étranger. J'invite la jeunesse à ne pas céder à la division parce que ces ennemis de la paix veulent nous opposer à nos autorités. Tout patriote congolais, en ce moment, doit cesser d'abord l'aspect de l'opposition. L'on doit voir la patrie. Le coordonnateur national de cette structure juvénile, l'ingénieur Christian Saouri, demande à la population de l'Ituri de prêter main forte aux forces armées pour venir au bout de forces négatives qui cherchent à déstabiliser non seulement la RDC, mais aussi l'Ituri. Je demande à ceux-là qui sont en train de semer les troubles sur le lac Albert, nous leur disons qu'il est temps d'être aux côtés des FRDC, de dénoncer tout cas suspect, mais aussi que nous puissions être tous vigilants. Ceux-là qui sont patriotes comme nous, de se joindre à nous, afin que nous puissions renforcer les rangs des FRDC, que nous puissions entrer dans la rade pour que nous puissions tous combattre l'ennemi. Et les vrais Wazalendo doivent être connus et visibles ici en province de l'Ituri parce que nous en faisons déjà partie et nous avons besoin que les autres viennent aussi pour que nous puissions ensemble combattre cette agression rwandaise. À tout état de cause, l'administration militaire est déterminée à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix, d'où la population de l'Ituri est invitée à redoubler la vigilance, la dénonciation et soutenir le pouvoir légalement établi. La jeunesse a une place de choix au sein de la République démocratique du Congo, raison pour laquelle, avant d'arriver à Kimpese, la première ministre Judith Suminwa a donc démarré sa campagne de mobilisation à Matadi où elle a tenu un meeting populaire avant de rendre visite à 1000 jeunes recrues, dont 26 filles au centre d'entraînement de Tomba Ngadio. Dans Momat pour plus de détails. La première ministre Judith Suminwa a lancé sa tournée de mobilisation contre l'agression rwandaise lors d'un meeting au stade d'Amar de Matadi dans le Congo central devant des milliers de personnes. Elle a rappelé les souffrances de 1998 causées par le même envahisseur et a appelé à ne pas céder cette fois-ci. Peut-être bayebite, mais batata na ba maman. En 1998, le Rwanda a envahi le Congo central. 30 ans, ça suffit. Nous mettons fin à cette guerre injuste imposée par le Rwanda. La chef du gouvernement a également expliqué l'essence de la campagne Congolais Téléma
qui prône l'unité et la mobilisation générale contre l'agression. Elle a aussi évoqué les préoccupations locales, promettant des solutions pour l'électricité, l'eau et l'insécurité dans la province. Avant de se rendre à Kimpese, la première ministre a rencontré 1000 jeunes recrues, dont 26 filles, au centre d'entraînement de Tombagadio. Elle a félicité les nouveaux soldats pour leur courage et a assuré que son gouvernement met en place les conditions nécessaires pour garantir leur bien-être. Lelo bondimi botelema bosanrole na ba FARDC pour défendre mboka na biso. Nous n'avons qu'un seul pays, un pays que Dieu nous a confié. Chacun de nous, où qu'il soit, doit les défendre selon ses capacités. Vous, les nouvelles recrues, vous défendrez notre pays en utilisant la formation que vous recevrez ici. Judith Suminoa a également rappelé aux jeunes dans tout le corps des métiers qu'ils doivent défendre leur pays et dénoncer l'ennemi et ses manœuvres pendant cette période de guerre. Revenons à Kinshasa où le phénomène braquage continue de battre son plein. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa à Gombe, qui a statué sur cette affaire en procédure de flagrance, a rendu son verdict tard dans la nuit de ce mercredi 5 mars 2025 sur le 8 prévenus poursuivis pour braquage. 7 ont été condamnés à la peine de mort. L'unique femme de la bande, Ekombe Kakenza Carmel, a été condamnée à 20 ans de prison pour détention illégale d'armes de guerre. Suivez. Aux personnes ou aux propriétaires. Jugé en procédure de flagrance au cours d'une audience foraine dans l'affaire de braquage, notamment du lunch-bar de Martin Bakolé, 7 présumés criminels ont été condamnés à mort pour association de malfaiteurs, ainsi que l'utilisation illégale d'armes à feu et dissipation de munitions, et doivent réparer les préjudices causés. S'agissant du prévenu Mamoukou Makaya Laurent, à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort, confirme ainsi sa détention. S'agissant du prévenu Akati Woto Pichou, il est condamné également à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme également sa détention. Le prévenu Panzumbongo Héritier est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs. 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Luzolo Kassongo Patrick est condamné à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le prévenu Mia Kombe Moïse Alias Moussa est également condamné à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce l'unique peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Grâce à l'opération Dobo, la police nationale congolaise a réussi à mettre la main sur ces auteurs du braquage survenus les 6 et les 7 février dernier dans un shop situé au rond-point Willery à Kinshasa d'une part, et d'autre part, toujours dans ce même coin de la capitale, ces malfrats s'étaient pas arrêtés à un seul forfait. Ils avaient également volé à main armée une importante somme d'argent au lunch bar appartenant au champion de boxe Martin Bakolé. L'enquête menée par les forces de l'ordre a permis de retracer leurs mouvements et de les interpeller pour mettre fin à leur série d'actes criminels. Cette action s'inscrit dans une volonté affichée du gouvernement d'éradiquer les gangs armés qui terrorisent la population et de renforcer l'autorité de l'État en RDC.
Restons toujours dans la capitale congolaise. Le gouverneur de la ville, Daniel Bumba, était en séance de travail ce mercredi avec les élus de Kinshasa et ce, dans le cadre de la collaboration institutionnelle entre l'exécutif provincial de Kinshasa et l'Assemblée provinciale de la même ville. Ils ont passé en revue la situation sécuritaire à l'est du pays. Patience Lokeke. Il était question de passer en revue la situation sécuritaire à l'est du pays, l'implication de Kinshasa face à cette agression que la RDC subit, puis apporter leur contribution aux différentes mesures prises contre assez. Par la même occasion, le numéro 1 de la ville de Kinshasa a rappelé aux Kinois combien il était important de payer les impôts et taxes pour mieux réaliser le programme ambitieux de Kinshasa et Zobonga. Alors les élus, les représentants de la population quinoise voulaient bien en être informés sur les mesures que nous avons prises et l'évaluation de ce que ça a donné et aussi apporter leur contribution pour que nous puissions apporter une sécurité satisfaisante pour la population quinoise. Mais également, nous avons aussi parlé un peu de la grande échéance présentement là. Nous sommes au moment où nous mobilisons davantage pour Kinshasa. Kinshasa, comme nous disons toujours, c'est un gisement fiscal important. Et c'est avec cet argent que nous allons reconstruire cette ville. Le recrutement de jeunes dans l'armée a été aussi évoqué au cours de cette réunion avec les élus de Kinshasa, portant de l'appel du chef de l'État sur le veille patriotique. Ici est de noter que 2 membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ont pris part à cette réunion, à savoir le rapporteur André Kongolo qui avait présidé cette réunion et les questeurs Maître Socrate Moubengaï. Dans un registre plus économique, le prix du cobalt a augmenté sur le marché international en une semaine suite à l'annonce de la suspension temporaire de l'exploitation du cobalt de la République démocratique du Congo pour une durée de 4 mois. À en croire Benchmark Cobalt Price Assessment, le prix du métal jaune essentiel pour la production de produits électroniques grand public tels que le téléphone, les ordinateurs portables et même les véhicules électriques a augmenté de 27%, passant de 21 000 à 27 000 $ américains la tonne après la décision de l'autorité de régulation et de contrôle des marchés des substances minérales stratégiques, ARESCOMS en sigle. Et puisque nous sommes au mois de mars consacré à la femme, une femme a donc retenu notre attention en ces jeudis. Il s'agit de Liliane Temouni Ngoï, vice-présidente de l'association Sans Frontières et ambassadrice de la Croix-Rouge, qui est une pionnière de l'engagement humanitaire en République démocratique du Congo. Sa lutte acharnée pour le droit des enfants en situation de handicap et son combat contre les inégalités sociales font d'elle une figure incontournable. Plus de détails dans ces portraits réalisés par Gigi Nende. Dans le paysage humanitaire, Liliane Temouni se distingue par son engagement inébranlable et son parcours exceptionnel. Vice-présidente de l'association Sans Frontières, ambassadrice de la Croix-Rouge en RDC et autres, renforçant ainsi son rôle de leader au service des plus vulnérables. Native d'un pays où les inégalités sont criantes, Liliane a toujours eu à cœur de faire entendre la voix de ceux qui se trouvent dans l'ombre. Son approche humanitaire va au-delà de l'aide matérielle. Elle vise à redonner dignité et espoir à ceux qui en ont besoin, notamment les enfants vivant avec handicap, partant de son propre vécu. Sous sa direction, l'association Sans Frontières s'est engagée dans une multitude de projets touchant de nombreux secteurs allant de la santé à l'éducation. Si j'ai pris cette décision d'aider ces enfants parce que je suis une maman qui a eu 2 enfants très malades. J'ai vécu cette souffrance en Europe où j'avais tous les soins gratuits, tous les aides que je pouvais avoir. Et je me suis dit, mon Dieu, comment les mamans en Afrique qui n'ont aucune aide, qui n'ont pas les moyens de faire soigner leurs enfants, qui voient mourir leurs enfants dans les bras, eh ben c'est ça mon combat. C'est ça le combat de tous les jours. Aider
Mon fils est mort dans mes bras, avec tous les moyens qu'on pouvait faire pour l'aider. Mais il est décédé dans mes bras en 10 minutes. Et par contre, il y a des enfants qu'on peut aider qui, je peux dire, n'ont pas de chance d'avoir la chance que mon fils a eue, que les parents n'ont pas les moyens et qui doivent voir leur enfant partir par manque de moyens. En 1984, elle a été récompensée par un prix prestigieux au Festival de Cannes après des études de coiffure et esthétique en Belgique aux Beaux-Arts. Liliane Temouni Ngoy est également une femme de principe. Sa vision humanitaire est profondément ancrée. Voilà, on va parler sport à présent. Une demande est en attente à la Fédération congolaise de football, l'association pour la sélection à prime de la République démocratique du Congo en vue de la prochaine trêve internationale de mars. Et c'est donc dans le cadre de préparer ou de la préparation de la phase finale du CHAN en août prochain. La Fédération algérienne de football a sollicité une double confrontation amicale pour son équipe à prime contre celle de l'RDC. Suivez. Le 23 février dernier, la Fédération algérienne de football avait envoyé un courrier à la FECOFA pour demander 2 rencontres amicales lors de la fenêtre internationale du mois de mars, soit du 17 au 25. À ces sujets, la Fédération algérienne va assurer la prise en charge quant à l'hébergement et la restauration ainsi que le transport sur le plan local pour une délégation de 30 personnes dans la ville d'Annaba. Sans suite, depuis 3 jours, la Fédération algérienne de football va relancer encore une fois sa proposition le 26 février pour espérer une bonne réponse. La Fédération congolaise de football association prend son temps de bien étudier cette sollicitation, question de ne pas déranger l'organisation de la suite de son championnat. Durant cette trêve, il y aura tant d'activités avec le U17 Dames et aussi les Léopards seniors. Ce sera aussi une bonne chose pour la sélection à prime d'emboîter les pas, mais la situation risque de n'y pas être favorable. Le calendrier du championnat national sera trop surchargé durant cette période avec plus de 10 rencontres programmées selon le calendrier dans le groupe A et B. Ce sera un peu difficile pour les équipes de libérer les joueurs dans ces derniers virages très décisifs, mais les Algériens sont toujours en attente de la suite à 2 semaines de la trêve. C'est donc avec cet élément sportif que nous allons partir du côté de l'autre bout du monde pour la page internationale. Comme annoncé au sommaire, le marché des produits pétroliers subit des pressions contrastées en 2025. Selon plusieurs études, l'Afrique a les potentiels de jouer un rôle plus important dans la dynamique mondiale de produits pétroliers à condition que des mesures appropriées soient mises en place. Suivez. Le pétrolier subit des pressions contrastées en 2025. L'Afrique occidentale en particulier reconfigure ses approvisionnements en produits pétroliers dans un contexte de réduction de la demande de pétrole en Europe sous l'effet des politiques climatiques. Une situation impliquant des conséquences majeures pour l'industrie pétrolière. En effet, le lancement progressif vers la pleine capacité de production de la raffinerie Dangote au Nigeria, la plus grande du continent, pourrait réduire la dépendance régionale aux importations européennes. Jusqu'à présent, le raffineur européen profitait d'un déficit structurel en Afrique de l'Ouest qui garantissait un débouché stable pour leur exportation d'essence. Or, avec sa capacité annoncée de 650 000 barils par jour, la raffinerie Dangote devrait absorber une part significative de la demande locale. Si l'Afrique de l'Ouest réduit progressivement sa dépendance aux importations européennes, les raffineurs européens devront ajuster leur stratégie même si l'adaptation sera graduelle.
Allons en Guinée équatoriale où le produit intérieur brut par habitant a chuté de plus de 60% en 15 années, passant de 14 222 $ en 2008 à 5 506 $ en 2023. Selon la Banque mondiale, en absence de réformes économiques majeures, la Guinée équatoriale devrait rester en récession avec un revenu par habitant diminuant de plus de moitié d'ici 2050. Francine Moukeba. La croissance du PIB par habitant s'est inscrite en moyenne à moins 7,5% entre 2015 et 2023, marquant la fin de l'essor économique lié aux hydrocarbures. Jusqu'à présent, l'abondance des ressources naturelles avait permis à la Guinée équatoriale de rejoindre en 2004 le cercle restreint de pays africains à revenus intermédiaires de la tranche supérieure. Les hydrocarbures restent un pilier de l'économie nationale, représentant 42% du PIB, 95% des exportations et 90% des recettes publiques. Cependant, la production pétrolière a chuté de plus de 300 000 barils par jour en 2021 à environ 100 000 barils par jour en 2021, accentuant la vulnérabilité économique du pays. Pour inverser cette tendance, l'institution de Bretton Woods recommande au gouvernement d'investir massivement dans les capitaux humains, d'améliorer le climat des affaires et de renforcer la gouvernance. Les investissements directs étrangers ont chuté, passant de 1,3 milliard de $ en 2022 à 142 millions en 2023. Sur le plan économique, la mise en place d'un guichet unique d'entreprise a réduit les délais et coûts d'ouverture des entreprises, facilitant ainsi les investissements étrangers. Par ailleurs, des mesures ont été prises pour lutter contre la corruption et aligner la gestion publique sur des normes internationales. Selon les projections de la Banque mondiale dans un scénario de référence, les PIB par habitant pourraient chuter à 2 379 $ d'ici 2050, soit moins de la moitié de son niveau en 2024. Parallèlement, les revenus nationaux bruts par habitant devraient continuer à diminuer, entraînant un déclassement de la Guinée équatoriale qui passerait d'un pays à revenu intermédiaire supérieur à un pays revenu intermédiaire de la tranche inférieure de la fin de 2025. Madame, Monsieur, nous allons à présent suivre la revue de presse avec la sélection et les commentaires de Domomat. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans sa réflexion sur la crise sécuritaire à l'Est, la Référence Plus soulève une question cruciale. Un gouvernement d'union nationale ou un dialogue national inclusif? La publication rappelle qu'aucun Congolais ne souhaiterait voir son territoire envahi. Un expert en politique congolaise souligne que toucher à l'intégrité nationale pourrait unir tout le Congolais. Cependant, face à l'approche du gouvernement qui propose un gouvernement d'union, certains opposants et figures de la société civile prônent plutôt un dialogue national sous l'égide de la CENCO et de l'ECC. Ces derniers souhaiteraient un dialogue entre Congolais pour une solution durable. Ce point de vue est également partagé par le journal qui, en outre, s'insurge contre les auditions de certaines personnalités politiques de l'opposition et de l'Église catholique menées par le ministère de l'Intérieur. Selon ces tabloïds, au lieu de s'engager dans de telles démarches, le gouvernement devrait plutôt accélérer les processus en vue de la tenue d'un véritable dialogue inclusif. La prospérité de son côté revient sur la deuxième sortie médiatique de Joseph Kabila qui rejette l'efficacité des médiations internationales. L'ex-président soutient que seul un dialogue entre Congolais pourrait apporter des solutions durables. Kabila critique également la présence militaire étrangère en RDC et prône les retraits des forces étrangères comme un premier pas vers la paix. L'homme a également manifesté son intention de revenir au pouvoir.
Pendant ce temps, dans la ville de Matadi, le quotidien Info 27 rapporte que la chef du gouvernement Judith Suminwa a lancé la campagne de mobilisation contre l'agression rwandaise, soulignant la nécessité d'unité nationale pour repousser les envahisseurs. Elle a évoqué lors de son meeting le douloureux passé de 1998, appelant à un renouveau pour la paix. L'actuel gouvernement Suminwa étant donc en fin de mandat, le nouvel observateur rappelle que son bilan reste mitigeux. Il ajoute, comme un défi lancé, qu'il attend désormais de Félix Tshisekedi qu'il parvienne à former un gouvernement d'union nationale pour stabiliser la situation. Enfin, dans un article en ligne, Géopolis présente des faits démantelants les accusations contre le ministre des Mines Kizito Pakabomba concernant la nomination des nouveaux responsables à la CT-CPM. Après une enquête minutieuse, le média affirme qu'il n'y a aucune violation des procédures administratives et que les critiques relèvent d'un désir de politiser la question minière alors qu'il existe même des mécanismes de recours en cas de besoin. Ainsi se termine cette revue de presse. Au revoir. Ce journal est complètement terminé, mesdames, messieurs. Je vous rappelle d'abord le titre. Poursuivant sa tournée dans le Congo central, Judith Suminwa Tuluka a effectué une visite à Kimpese afin de sensibiliser et mobiliser la population contre l'agression rwandaise. Vous avez donc suivi les différentes interventions de la première ministre dans ce journal. Et puis Daniel Bumba, gouverneur de la ville de Kinshasa, a reçu le député provincial de cette ville-province dans le cadre de la collaboration entre l'exécutif provincial et les élus de la capitale congolaise. Et puis le marché de produits pétroliers subit de pression contrastée. En 2025, le continent africain a donc un rôle à jouer. Fin complète de ce journal, madame, messieurs. Merci de nous avoir suivis. Juste après ces journaux, vous aurez l'émission Congo Téléma consacrée à la guerre à l'Est, à la mobilisation contre l'agression rwandaise. Et puis, vous me retrouverez à 23h et aussi à 7h. En amour, on vient pour donner, non pas pour recevoir. Bonne soirée chez vous. Vous a été présenté par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.